Bonjour à tous et bienvenue dans ce live coding by Holberton. Est-ce que dans le chat, on peut me confirmer qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Si on ne me dit rien, à 5 sur 5. Merci beaucoup. Alors là, je suis content, je connais tous les pseudos du chat. J'espère que vous allez bien. Je vais redonner quelques mots de contexte sur le live. Donc voilà, moi je suis Fabien, je suis software engineer et responsable pédagogique à l'école Holberton School de Toulouse. On fait ces lives tous les mercredis avec pour idée, ben voilà, c'est pas forcément des choses toujours ultra préparées. L'idée, c'est de montrer un peu comment on code. Là, on est sur la partie 2 d'un live que j'avais déjà fait il y a quelques semaines avec, pour idée, pour remettre un peu de contexte, en fait, si vous voulez, nos étudiants qui sont en année de spécialisation, donc en deuxième année de leur cursus d'apprentissage du développement, ils ont un parcours d'apprentissage complémentaire dont l'objectif est de les préparer au retour à l'emploi. Dans ce parcours, il y a plusieurs choses. Ça va du travail sur leur LinkedIn à, 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 à leur CV ou des choses comme ça. Et il y a aussi un projet sur le site portfolio, le site personnel. Nos étudiants ont des temps très courts pour le faire. Du coup, je voulais profiter un peu de ce live coding pour en réaliser un. L'idée, c'est de le faire en quelques heures, peut-être en une ou deux ou trois sessions. C'est des sessions d'une heure à une heure et demie. Donc, pour en gros réaliser un site portfolio très, très simple en deux, trois heures. On s'était quitté la dernière fois. On était sur cette première page qui est très basique, qui est, voilà, on avait créé un petit menu avec les encres pour pouvoir naviguer et on avait commencé à travailler sur une hero page. On travaille en vanilla HTML, CSS et Bootstrap. Sachez que c'est une consigne imposée à nos étudiants. Merci pour le message sur le son Ninjalex. Et donc, on en était là. Alors moi, j'ai quand même fait quelques changements de mon côté, pardon, je vous remets le site. J'ai pas fait beaucoup de changements, mais je suis réintervenu un petit peu. Je vais vous montrer dans quelle mesure. Voilà. J'ai simplement enlevé ma tête parce que bon, c'est plus moderne sans. J'ai refait un peu de typographie. Et surtout, j'ai travaillé un peu sur la doc de Bootstrap et j'ai découvert qu'ils avaient intégré depuis le avril dernier la possibilité de se simplifier le dark mode. Donc, j'ai intégré un light et un dark mode directement dans notre site. Ça m'a pris à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Je ne le ferai pas en live parce que je découvrais. Donc, en fait, vous êtes sur la documentation de Bootstrap, qui est le framework de front-end qu'on utilise pour notre projet. Et puis, bah, vous avez dans la documentation directement ici, faire une petite recherche pour gagner du temps, les color modes, et tout est expliqué là. Et c'est vraiment très, très bien fait, très, très simple à mettre en place par rapport à avant. Par contre, vous voyez, le reste du site, on est le même. On a les petits liens vers les réseaux sociaux ici qui sont tous fonctionnels, le dark mode ici, et bien entendu, le site est complètement responsive, donc il s'adapte automatiquement au mobile, ce qui sont des points importants. Aujourd'hui, on va voir quelques petits éléments que je trouve assez sympas. Déjà, c'est un élément, ça fait deux, trois live coding que je fais, j'en parle à chaque fois et je ne le montre jamais. Cette fois, j'ai décidé de le montrer dès le début. Vous voyez que mon projet est donc hébergé aujourd'hui sur GitHub. Hein, j'ai les trois fichiers principaux qu'on avait créés dans le précédent live coding, que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur la chaîne YouTube d'Holberton School. J'ai mes commits ici, j'utilise la norme conventionnelle commit pour les faire. Donc, pour ceux qui ont envie de reprendre ou de relire, voilà, vous pouvez aller fouiller et regarder ce que j'ai fait en code, les petites mises à jour, les petites choses que j'ai faites de mon côté au fur et à mesure. Vous voyez, là, j'avais une faute d'orthographe. Là, bah, j'ai rajouté le système de light and dark mode pour ceux qui veulent voir comment je l'ai rajouté. Vous voyez, on rajoute simplement ça dans la balise HTML. J'ai fait aussi quelques petits correctifs à droite à gauche au passage. Et après, ça va surtout être dans la partie CSS qu'on fait des modifications. Et j'ai un petit JavaScript qui simplement rajoute sur cet élément light et dark. Ça, j'en ferai peut-être un jour un live coding dédié, juste une heure pour expliquer ça. Mais ça prend un peu de temps à mettre en place, donc je ne l'ai pas fait. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que là, le site en lui-même, donc là, c'est mon serveur local qui l'héberge. On le voit ici avec l'adresse IP et que j'utilise l'extension live server comme je l'avais détaillé dans le live précédent. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment héberger votre site
directement sur le GitHub. Donc là, vous voyez, il est push, j'ai mon index, mon script. En fait, on va aller dans les settings ici. Et dans les settings, vous avez un onglet Pages, juste là. Et ce qui est génial, c'est que cet onglet, vous pouvez choisir une branche à déployer, donc à publier et à rendre accessible. Donc ça se fait ici directement. Donc au lieu de none, on va choisir notre branche principale sur laquelle on travaille. Et je vais simplement sauvegarder. Et vous allez voir qu'en un clic, alors ça va prendre un petit peu de temps, on va le laisser travailler en arrière-plan. Et le site sera accessible depuis une adresse directement. Vous le voyez ici, il y a quelque chose qui est en pending. Donc on peut aller sur les commits. On voit ici qu'il en est à l'étape 0/1 de publication. Si j'actualise, je vais le voir assez vite passer au vert. Donc là, on va le laisser faire tranquillement et on reviendra dessus après, je vous montrerai. C'est vraiment pas très long, hein, c'est histoire d'une minute ou deux. Mais ça, on va le laisser travailler. Et nous, on va revenir à notre site. Donc sur notre site, on a notre hero page. Quels éléments sont importants là-dessus et pourquoi est-ce que je l'ai remodifié un peu. Il y a une chose que je n'ai pas montré non plus. Alors là, j'ai fait un raccourci clavier pour afficher ce qu'on appelle les outils de développement du navigateur. Sur Mac, c'est commande option I et sur PC, ça doit être contrôle alt I, je pense. Bon, ça, vous trouverez de vos côtés en fonction de vos machines. Et donc ici, c'est là où on peut inspecter tous les éléments. Vous avez la console de votre navigateur, voir si vous avez des erreurs de JavaScript. Et vous avez un petit outil ici qui s'appelle Lighthouse, qui est un outil qui, pour moi, aujourd'hui, est primordial lorsque vous faites du web. C'est un outil que Google a mis en place qui va vous permettre de vérifier les performances de votre site, son accessibilité, s'il respecte les meilleures pratiques de design web et ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement de votre site. Donc là, je vais d'abord le tester en desktop. Et je vais lancer une analyse de page. Donc, vous voyez qu'il navigue dans ma page de lui-même. Ce n'est pas quelque chose de très, très, très long. Il n'a pas réussi à évaluer les performances. Alors là, c'est peut-être parce que je suis en live. Je ne pense pas que ce soit lié à un problème du site, parce que vous vous doutez bien que je l'ai vérifié avant, j'avais 100% en performance. Mais vous voyez qu'on a déjà deux bases sur le site qu'on a fait. On a déjà les meilleures pratiques, un référencement de SEO qui est bien et une accessibilité qui est bien. Et quand vous descendez, oui, vous voyez là, il y a eu une erreur de chargement liée à l'outil 1. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais le relancer pour voir quand même, parce que ce serait intéressant de voir le vrai résultat et que je vois si c'est lié au fait qu'on soit en streaming ou pas, c'est possible aussi, hein. Non, ok, bon, je pense vraiment que c'est lié au streaming. On verra après, hein, je le retesterai d'une autre manière. Euh, ouais, mais il n'arrive pas à lancer du tout cet élément. Par contre, sur l'accessibilité, vous voyez, ce qui est génial, c'est que vous pouvez cliquer et voir quel élément ne lui convient pas. Là, par exemple, vous voyez, lui, sur la classe contact, il trouve que le contraste n'est pas assez fort. Voilà. Là, il me dit que la couleur de ce texte-là est pas assez, ne se repère pas par rapport au fond. Vous voyez, il va vous donner plein de conseils comme ça sur ce que vous avez à corriger. Ça, j'aurais dû le tester en live. Je suis assez étonné. Je vous avoue, je me renseignerai pour voir pourquoi ça passe pas du fait d'être comme ça, parce que je l'ai testé plusieurs fois ce matin. Bon, voilà, c'était pour vous indiquer du coup que les modifications que j'ai faites principalement sur le code, je vais vous l'afficher ici. Euh, les modifications que j'ai faites principalement sur le code, c'est de l'optimisation là-dessus. J'ai revu un petit peu, donc on avait fait cette section-là, hein, qui est la section About ici. J'ai revu un petit peu les H1, H2. C'est-à-dire que là, Google, il va bien comprendre que je suis Fabien Chavonnet et que je suis développeur full stack. C'est assez important quand vous faites un portfolio d'optimiser votre SEO, parce que le but, c'est que quand on vous tape votre nom, votre prénom sur Internet, ben, on trouve votre site. Par exemple, pour améliorer le SEO, il y a d'autres choses que je rajouterai, on le fera à la fin. Mais ici, déjà, je vais pouvoir mettre une balise méta. C'est les balises méta qui définissent le SEO. Et je vais mettre une description. Puis bah, là, à la fin, je mettrai ma description quand je l'aurai fait. Description. Voilà, avec trois petits points. Et normalement, si j'enregistre, si je ne me suis pas gouré et que je relance ici, je devrais déjà juste, alors que ma description, elle n'est pas folle, hein, je vous l'accorde. Évidemment, il vaut mieux mettre une description un petit peu plus poussée pour que Google l'indexe bien. Mais voyez, en SEO, je suis passé à 100% déjà, juste en rajoutant une description sur le site. Donc, comme quoi, des toutes petites choses peuvent vraiment améliorer la visibilité de votre site Internet. Voilà, je voulais présenter ces deux petits points avant d'attaquer vraiment le code. Euh, c'est des petits tips, mais c'est des petites choses qu'il faut connaître. Et puis, ben, on va attaquer, on va coder. Ce que je vais vous proposer là, c'est qu'on va réaliser la section contact, qui est une section qui n'est pas très, très difficile à faire. Alors, on ne va pas la rendre fonctionnelle, on ne va pas faire de back-end, hein, puisque le live là est quand même dédié plutôt au front-end et à la réalisation rapide. Vous avez plein de moyens de faire du back-end. Tout ça, j'y reviendrai
pendant le live. On va regarder quand même si ça s'est publié depuis sur GitHub. Est-ce que je suis passé en vert ou pas? J'actualise le temps que ça charge. Et je suis passé en vert. Donc là, je reviens vite fait là-dessus. Donc là, mon site, il est publié. Si je retourne sur mes réglages, je pense savoir pourquoi ça teste pas bien le site quand je vois la lenteur de chargement de GitHub. Et quand je retourne dans Pages, vous voyez qu'ici, j'ai une adresse Internet. Et en fait, c'est mon site qui est publié. C'est-à-dire que si je clique dessus, j'ouvre mon site et vous voyez que là, j'ai bien une adresse fchavonnet.github.io et le nom du projet qu'on a fait. Et mon site est en ligne et fonctionnel. Et vous pouvez le distribuer. Ce qui est génial, en plus de ça, c'est que vous pouvez acheter un nom de domaine et le rajouter ici et avoir un custom domain. Ça veut dire que vous pouvez transformer l'adresse qu'on avait il y a 2 secondes juste ici en fchavonnet.dev si vous avez envie. Alors, un nom de domaine, c'est souvent payant, hein. Mais vous voyez qu'avec GitHub, en tout cas quand vous êtes étudiant à Holberton, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais je le répète, Holberton vous offre la version payante de GitHub. Et donc, vous pouvez faire ça gratuitement, sans coût supplémentaire, et avoir et présenter comme ça vos projets très facilement. Vous avez vu, ça m'a pris 2 clics. Donc ça, c'est vraiment une super option que GitHub offre à ses utilisateurs. Je voulais le montrer déjà depuis un moment, parce que c'est vraiment très, très simple comme mise en place. Et puis, comme je vous disais, on repasse au code. Alors, par contre, c'est là où il faut faire gaffe, parce que si je laisse cette page-là et celle-là, il ne faut pas que je les confonde. Celle-là, elle va se modifier en temps réel au fur et à mesure que je travaille. Celle-là ne se modifiera que quand je vais push des modifications. Donc, pour l'instant, je vais garder mon GitHub pour ne pas les mélanger. Et je vais garder cet aperçu. Et puis, je vous propose qu'on attaque le code. Donc, on avait notre HTML ici. La dernière fois, on l'avait déjà bien divisé. On avait le header qui était là, on avait le menu qui était là, on avait la première section. Et on avait dessiné nos 2 sections ici. Et nous, aujourd'hui, on va travailler principalement sur la section contact qui est là. Alors, on va travailler toujours de la même manière. Je vais enlever ce titre-là parce que j'en ai plus besoin maintenant. Est-ce que vous m'entendez toujours bien quand même Est-ce que tout était clair sur les explications? Est-ce que quelqu'un a des questions dans le chat? Déjà, vous êtes combien? Est-ce que vous êtes resté le même nombre à peu près? Voilà, on a quelques nouvelles personnes. Bienvenue à vous. S'il y a quoi que ce soit, j'essaie de rester vigilant sur le chat. N'hésitez pas. Et puis, comme je vous dis, on est parti pour coder un petit formulaire tout simple de contact. Donc, on va faire ça. Alors, comme on est en Bootstrap, moi, je vais tout de suite créer une div avec une row. Vous vous souvenez de ce petit tips? Je fais div.row, entrée, et ça me crée ma classe directement. Cette row, écoutez, moi, je sais déjà que tout ce que je vais mettre dedans, je vais avoir envie que ce soit centré. Donc là, centrage horizontal et centrage vertical. Attendez, vertical, oui, c'est ça. Centrage horizontal, centrage vertical. Si ici, au lieu de row, je mettais une colonne, ça serait l'inverse, évidemment. Et puis, on va attaquer. Il me faut aussi une colonne. Alors, quelle largeur on va la faire? Pour l'instant, on s'en fiche. On va juste faire une colonne comme ça. Pour comprendre ce que c'est ça, je vous renvoie toujours à la documentation ici de Bootstrap. Tout est expliqué ici, vous voyez, les colonnes, hop, et vous pouvez voir absolument comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que je fais des rows, des colonnes. Je vous rappelle très rapidement, on en avait déjà parlé, donc je ne vais pas revenir entièrement dessus, mais en gros, Bootstrap, ça fonctionne avec 12 colonnes. Ça veut dire que sur votre page web, là, il faut que vous imaginiez qu'il y ait 12 colonnes, les unes à côté des autres. Et en fait, vous pouvez définir la taille que va prendre chaque élément. Est-ce qu'il va prendre la moitié? 6 colonnes. Est-ce qu'il va prendre un tiers ou est-ce qu'il va prendre plus? Donc, c'est pour ça que c'est très, très facile de faire du responsive design avec Bootstrap et que c'est un framework qui est génial pour les débutants. Bien sûr, pour des sites plus avancés, on passe sur d'autres technologies. Mais en tout cas, quand on débute le web et qu'on a envie juste de faire une petite interface, un petit prototype ou une petite page pour se présenter, c'est vraiment l'idéal. Donc là, pour l'instant, en mettant col, en fait, c'est comme si je faisais col 12, hein. Ça veut dire qu'en gros, ça va prendre toute la largeur de ma page. On est parti pour faire le formulaire en question. Je vais quand même y mettre un petit titre cette fois. Qu'est-ce qu'on va mettre comme titre? On va dire contactez-moi. Voilà, pour l'instant, on va le laisser comme ça, on s'en fiche un peu, on reviendra après. Et là, on va faire le formulaire. Hop, pardon. Tac. Le formulaire. Dedans, on va faire 3 divs. Dans chacune des divs, on aura un label. Donc, le label, c'est le texte qu'il va y avoir au-dessus de ce qu'on appelle un input. Et donc, l'input, c'est là où l'utilisateur saisira son élément. Ce qui est génial avec Bootstrap, c'est qu'il nous fournit déjà le design de tout ça. Donc là, je vais mettre une première classe que je vais appeler form label. Alors, toujours la même chose. Moi, je n'ai pas inventé tous ces trucs-là. Je le connais un peu par cœur, mais j'ai lu la documentation de Bootstrap. Je fais ici une recherche sur formulaire.
Je pense qu'ils devraient le trouver, non? Où est-ce qu'ils vont être? Tac, 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 color, grid, je sais plus où les ranger, forme, contrôle. Et donc ici, ben, tout simplement, vous avez à chaque fois les exemples de code et ils vous montrent le rendu de ce que ça peut avoir. Alors par contre, je vous dis tout de suite, il y a un truc qu'on va casser. Moi, je déteste qu'on puisse agrandir les textes AREA comme ça. J'aime bien avoir un contrôle. Donc ça, on le cassera directement en CSS. Et puis bah voilà, vous avez toutes les explications là-dessus. Donc je repars sur le code et là, je me concentre un peu pour faire les choses bien. Ici, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est le nom de l'utilisateur. Donc je vais l'appeler name et là, on va lui mettre l'indication nom. Oula, non, en évitant les fautes de frappe. Décidément, hop, regarder deux écrans en même temps, c'est pas facile. Et à l'input texte, je vais tout de suite lui donner un ID. L'ID, je donne le même ID que ce que j'ai mis ici, hein, donc l'ID name, et on va lui mettre une classe aussi. Et vous allez voir que la classe, ah oui d'ailleurs ici, forme label, et là c'est forme contrôle qu'il faut mettre. Voilà, est-ce qu'il me manque quelque chose? Je ne pense pas. Bon, on va aller voir déjà quelle tronche ça a. Donc, on est sur la partie contact et vous voyez que déjà, on a le nom et ici la possibilité de rédiger. Alors, on va améliorer un peu ça parce que là, ce n'est pas le design qu'on fait, on va faire la structure. Donc là, je vais continuer et je ne vais pas trop m'embêter. Je vais faire un premier copier-coller. On va avoir besoin normalement du nom, on va avoir besoin de l'email. Donc là, ici, ben, même chose, je vais changer ID ici et je vais mettre email. Là, en fort, je vais mettre email, là, on va changer tout de suite, on va mettre i-mail pour écrire ça en bon français. Et vous voyez ici, au lieu du type texte, on va mettre tout de suite un type email hein, pour qu'il oblige, tout simplement pour qu'il soit obligé ben, que ce soit une saisie d'un email. Alors là, si j'enregistre, je vais déjà tout de suite corriger un truc. Vous voyez ici, c'est collé. Je vais déjà tout de suite régler ce problème-là parce que c'est pas terrible. On va tout simplement, dans chaque div, donc dans chaque box ici qui contient les éléments, on va lui rajouter, hop, MB, c'est pour margin bottom 3. Et vous voyez que tout de suite, ça crée un petit espace entre les éléments. Et je vais tout de suite le faire là aussi. Hop, classe margin bottom 3. J'espère que ça ne fout pas à chaque fois le bourdon quand je fais ces mouvements. C'est les trucs du Mac pour changer d'une fenêtre. Il faudra que je vois pour faire un truc plus efficace un jour là-dessus. Bref. Et là maintenant, on va faire tout simplement la div du message. Celle-ci, ben, elle aura un label par elle. Pareil. Par contre, là, on ne va pas mettre un input, on va mettre un text area parce qu'on a besoin tout simplement de plus de place pour écrire le texte de l'élément. Là, on va aussi tout de suite mettre, comme ça, on va gagner du temps, le margin bottom 3. Voilà. Là, le for, ça va être message. Et ici, message avec les deux points. Tiens, j'en profite pour vous donner un petit tips de typographie. En France, on met un espace devant les deux points et en anglais, on n'en met pas. Voilà, sachez-le. Quand vous rédigez en anglais, vous ne mettez pas d'espace devant les deux points, mais en français, les règles de typographie sont différentes. On met un espace devant les deux points. Ce n'est pas dramatique, mais je vous donne le tips au passage. Je vous donne le tips au passage. Et donc, où j'en étais? Voilà, donc message. Là, évidemment, de la même manière que les autres, je vais avoir besoin d'une classe qui est en forme label aussi. Ah oui, tenez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, toujours dans l'idée un peu de faire de la formation. Voilà ce que ça donne sans les classes. Voilà ce que ça donne avec les classes. Donc, évidemment que Bootstrap est génial, et voilà ce que moi, je veux pas, ce que je veux pas qu'on puisse faire. Donc, ça, on le corrigera après. Donc là, je mets ma petite classe forme label. Voilà. Ici, on va faire pareil. Alors, par contre, moi, j'ai un peu des tocs. J'aime bien que les éléments soient tous dans l'ordre comme moi j'aime. Voilà, donc là, je vais le faire comme ça. Là, ce sera un forme contrôle aussi, hein. Toujours, c'est ça qui est bien aussi avec. C'est pour ça que Bootstrap, c'est vraiment facile pour débuter. C'est que les éléments de. Une fois que vous les connaissez, bah, c'est assez facile à trouver. Là, l'ID, on va mettre un ID message et on va lui mettre bien sûr un nom. Est-ce que j'ai besoin du nom là? Pour l'instant, on ne le mettra pas. De toute façon, on ne va pas le rendre fonctionnel, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, je vais lui mettre une valeur, c'est une rows 10. C'est tout simplement, je lui indique le nombre de lignes que je veux là. Alors là, je n'ai pas sauvegardé, pardon. Je sauvegarde, et comme ça, vous allez bien voir que là, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ça met bien les 10 lignes. Alors, j'ai toujours cet élément que j'aime pas, que je vais enlever.
Mais voilà, ça permet quand même de taper. Vous voyez déjà, en quelques lignes de code, on a déjà notre formulaire qui se dessine. Vous pouvez carrément récupérer des exemples de Bootstrap. Enfin, je pense que si vous allez chercher formulaire Bootstrap sur Internet, vous en trouverez des tout faits qui sont déjà fonctionnels. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de truc. Là, vous voyez un petit onglet, c'est placeholder, c'est pour pré-remplir les éléments. Alors moi, j'aime pas ça parce que je vois pas trop l'intérêt. Graphiquement, bah, non, les gens vont écrire leur nom. Email, les gens vont écrire leur email. Après, bon, il n'y a pas. Oh, j'ai des pré-remplissages, bon, on s'en fiche un peu. Euh, je vois pas trop l'intérêt là de le mettre. Par contre, on va mettre tout de suite un élément qui est important. Il faut juste que je me souvienne. Est-ce qu'on met un. On va pas mettre derrière là. Je regarde un petit peu les options, vous voyez, au final. Hein, je vous rappelle que le but là, c'est de vous montrer quand on développe, on ne peut pas se souvenir de tout par cœur. C'est normal d'aller voir. Là, moi, vraiment, j'ai préparé. Bah, d'ailleurs, je voulais vous montrer. Voilà ma préparation de live coding. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Mais aujourd'hui, la préparation de ce code, elle est sur un papier. Et c'est juste un petit croquis qui dit ben, je veux tel bloc en haut, tel bloc là, tel bloc là, tel bloc là. Ça, c'est la préparation du live coding. Parce que l'idée, c'est vraiment de le coder comme si je le faisais avec vous. Donc parfois, ben oui, je fais des recherches, je regarde un peu euh, ce qui manque dans mon élément. Je repars sur mon code, on va continuer. Du coup, ici, on est bien. Alors, par contre, MB3. Et le dernier élément, mais pas des moindres, on refait une petite div ici. Il va nous falloir un bouton pour envoyer tout ça. Donc là, on est parti, on crée un petit bouton. Ça, vous voyez bien les mots-clés. Dans mon petit bouton, on va mettre envoyer, on ne va pas s'embêter. Là, on va prendre une petite classe. Moi, je vais vouloir que ça, ce soit centré. Donc, je vais utiliser un élément qui va le centrer, c'est Text Center. Et surtout, alors attendez, là, je fais n'importe quoi. Ça, je vais le mettre dans ma div directement. Et ici, je vais mettre ma petite classe pour faire le design de bouton. Même chose, je vous montre. Ça, c'est le design de bouton de base en HTML quand vous codez. Avec Bootstrap, bah, vous allez juste dire à Bootstrap, je fais un bouton, BTN, et je veux que mon bouton il soit de couleur Primary. Primary, c'est l'espèce de bleu. Moi, j'appelle ça le bleu Apple parce que bah, je suis un peu formaté. Euh, Hop, et vous voyez, mon bouton, il est fait. Je trouve que l'espace ici, il est beaucoup trop court, donc je vais rajouter en plus ici une margine, on va la mettre à 5. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal pour notre formulaire. Alors évidemment, on ne va pas le laisser comme ça, on va l'améliorer un peu graphiquement, parce que ben, là, c'est pas ce qui est très joli. Vous voyez, il y a des défauts. Il est collé en haut, enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça, on va aller l'améliorer tout de suite ensemble. Il ne va pas falloir grand-chose pour améliorer ça. Il y a un petit truc que je m'étais mis de côté. Je m'étais mis de côté deux, trois petites choses. C'est des petits trucs tout bêtes. Mais en fait, ça, c'est juste une petite icône. Vous voyez, d'enveloppe ici. Alors, ces icônes, je les ai retrouvées sur Bootstrap Icons ici. Je l'avais déjà montré aussi au live précédent, mais je le remonte. Là, vous avez des tas d'icônes. Quand vous en avez besoin d'une, vous voulez le petit B ici de Bootstrap, vous allez là, vous copiez le code, vous le collez. Euh, donc là, moi, je les ai cherchés à l'avance parce que je n'avais pas envie de passer du temps avec vous à trouver ces icônes. Je trouve que ce n'est pas c'est pas très intéressant pour vous. Et ici, j'aime bien aussi, hop, regardez ça. Moi, j'aime beaucoup celle-là, je la trouve très rigolote. Voilà, donc ça va juste rajouter un petit peu d'éléments graphiques, c'est pas mal. Mais par contre, là, on va aller corriger quelques problèmes. Déjà, ici, j'ai mis 12. Euh, Moi, je pense que quand on est en version ordinateur, on va lui mettre une largeur de 8. Alors, du coup, vous vous souvenez, il y a 12 colonnes en tout. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, vous voyez que l'espace ici, il a diminué. Attendez, je vérifie. Juste, OK. L'espace à gauche et à droite a diminué, il est plus centré. En fait, cet espace, il est tout simplement égal à la largeur que j'avais donnée à mon élément en haut. Si je remonte dans mon code, je vais retrouver exactement le même code ici. Alors, pourquoi est-ce que j'ai col 12 puis col LG8? Je l'ai déjà expliqué l'autre fois, mais je le redis très rapidement. Col 12, c'est la largeur totale sans breakpoints. Et col LG8, c'est la largeur de ma page lorsque je suis en plein écran. Concrètement, quand je suis là, j'ai des grandes marges. Quand je diminue la taille de mon écran, j'ai des petites marges comme sur un mobile, tout simplement pour que ce soit plus esthétique, plus fonctionnel. Voilà ce que ça fait. C'est le responsive design. Là où il m'aurait fallu probablement une dizaine de lignes en CSS pour le faire, en Bootstrap, comme dans tous les frameworks d'ailleurs, je l'ai fait en deux éléments.
Qu'est-ce que je pourrais rajouter encore? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ah oui, là, on va aller taper un peu dans le style. Déjà, on va casser ce système de section qu'on avait fait. Donc ça, je vous rappelle, ce petit bout de code que je supprime, c'est le bout de code qui donnait une hauteur de 100% de mon écran à mes éléments. Déjà, vous voyez que ça commence à prendre forme. Là, il va falloir que j'ai une petite marge. Je vais juste vous le mettre en dark mode pour que vous voyez bien les éléments. On va le faire tout de suite. C'est pas très très dur à faire. Où est-ce que je vais le faire ça? Je pense que je vais le faire là. Je vais lui rajouter donc un padding Y, donc Y en hauteur, et je vais lui mettre un padding carrément de 5. Vous voyez, ça a rajouté les espaces ici et ici. Et normalement, ce qui est intéressant, c'est que si je clique sur contact, ça cale bien. J'ai bien mes éléments ici de contact de réseaux sociaux et j'ai bien mon formulaire d'envoi. Alors, je vais lui faire d'autres choses à mon formulaire, parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Déjà, ça, je vais le centrer, tiens. Hop, je n'avais pas pensé à ça, mais là, dans mon H2, je vais lui mettre une petite classe. Je vais aussi lui mettre une margin button et on va lui mettre un text center. Hop, trop bien. Hop, l'autocomplétion. Et voilà. Voilà. Là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que l'espace qui est ici est le même qui est là. Je vous montre un petit outil. Il s'appelle Page Ruler ici. Je peux l'activer comme ça. Et en fait, c'est un outil qui me permet ici de mesurer les écarts de pixels. Donc là, j'ai 296 à peu près. Là, je dois avoir un peu moins, je pense. Et ici, en hauteur, ah bah non, je ne peux pas avoir 296 et 48, c'est pas possible. Tac. Non, j'ai 53 ici, pardon, en hauteur. Et ici, j'ai 50 et quelques. Donc, bon, la réalité, c'est que c'est le même espace, hein. C'est juste que selon où je clique, vous voyez, à un pixel près, c'est embêtant, mais ça permet très facilement de voir les espaces dans vos codes. C'est pour les baniacos comme moi, mais quand vous faites du design web, c'est assez important. Et puis, on va aller cleaner. Déjà, je vais virer les bordures là, que je trouve vraiment pas jolies. Vous voyez, les petites bordures grises là, c'est vraiment pas esthétique. Et le fond ici, je vais lui donner la même couleur que l'élément ici et que celui-là. Vous voyez, là, c'est pas tout à fait le même gris, ça me convient pas en termes de design. Et pareil, ici, je vais faire les mêmes modifs. Donc, pour ça, on va dans le style.css. Donc, vous voyez, avec le nouveau système de light mode, donc j'ai une partie du code qui gère le light mode et une autre partie qui gère le dark. On va commencer par le light. Alors là, on va créer hop, un nouveau commentaire pour dire qu'on va être dans la contact section. Tac, tac. Je vais copier directement l'élément qui indique que c'est pour du light mode. Et ici, je vais mettre, est-ce que je le fais comme ça, contact, contact et puis contact input. On va voir, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça ne marche pas très bien avec leur système. Je vais mettre un background color et je vais mettre un red. Je vais juste voir si ça marche. Est-ce que ça a changé? Voilà, parfait. Donc, vous voyez là, en fait, j'ai simplement mis sur les éléments. Alors, je vous le réexplique vite fait. Sur les éléments de ma section qui a pour ID contact, j'ai chopé tous les éléments qui s'appellent input, donc les deux ici, et je leur ai mis une couleur rouge. Évidemment qu'on ne va pas leur laisser une couleur rouge, c'est pas terrible. On va aller récupérer une variable. Vous voyez, j'ai créé des variables dans lesquelles j'ai toutes mes couleurs ici. Et là, on va aller prendre le light header background color. Je pense que ça va être bon, normalement. Et je vais en profiter pour virer aussi, mettre un border none. Donc ça, c'est juste un petit code qui va virer les bordures. Et comme vous pouvez le voir, ah bah là, j'ai un problème. J'ai mis le même fond sur les deux, donc ça marche pas terrible. Ça, on va voir pour le corriger. Là, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il n'y a pas assez de contraste entre mes deux couleurs. Donc peut-être pour l'instant, si c'est peut-être pas header, c'est peut-être section, je sais plus. J'ai bien écrit, j'ai pas fait de faute. Bah si, évidemment que j'ai fait une faute. Un grand classique. Voilà, là c'est mieux. Vous voyez là, bon, c'est léger, hein. Probablement que j'aurai à gérer un peu mieux ce contraste-là. Là, je vais avoir une mauvaise note SEO sur la partie pas responsive. Excusez-moi, je cherche mes mots. Pour bref, on s'en fout. Pour la lisibilité du site. Je vais tout de suite le faire pour le texte area pour que ce soit fait, pour pas perdre trop de temps. D'ailleurs, là, hop, je prends ça.
Là. Alors, je pourrais faire ça hein, d'ailleurs, hein. Je pense que texte area, si je fais ça, ça, je pense que ça marche. Je vais essayer. Alors, c'est pas un point virgule, c'est une virgule. Merci. Ouais, bon, on va peut-être le faire comme ça. Comme ça, on n'a qu'une. On diminue un peu nos blocs ici. On diminue un peu nos blocs. Et là, je vais récupérer cette partie-là. Et je vais aller la faire pour le dark mode. Donc, après la work section, on a la contact section ici. Et puis voilà, je vais récupérer la couleur directe qui est là et la mettre. Vous allez voir que déjà, on va commencer à avoir un truc qui est, vous voyez, qui est beaucoup plus esthétique, sobre. Et quand je suis en dark mode, ah, bah là, ça n'a pas marché pour le texte arrière. Donc, je pense que je vais refaire comme ma première idée. Ouais, je vais pas m'embêter. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Non, il n'y a personne dans le chat qui s'ouvre. On s'en fout. Hop, je vais faire. Hop, hop, hop. Voilà. Et euh, je récupère cette partie-là. C'est pas très très grave. Je suis clairement pas dans une démarche d'optimisation de code dans ce projet, hein. Bah déjà, c'est dans le cadre d'un live coding, donc ça prend toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu différent. Hop, voilà. Et là, on va mettre texte arrière. C'est pas grave, ça, c'est des choses qu'on peut optimiser par la suite. C'est sûr que c'est bien d'y penser dès le début, mais voilà, là, normalement, on a les mêmes couleurs partout. Et voilà. Ah, le border n'est pas enlevé. Pourquoi? Pourtant, j'ai bien un border non, input, text area. Oui, j'aimerais enlever la bordure qui est là. Border non. Ah non, mais je suis bête. Ah, c'est moi qui suis. J'ai complètement oublié juste de marquer ici dark. Et oui, parce que forcément, là, c'est pour le dark mode. Et là, normalement, j'ai un beau truc. Mais j'ai pas changé mes couleurs. Si. Hop, voilà. Tac. Je suis désolé, ça, c'est un peu les aléas du direct. C'est vraiment pas toujours facile de coder en parlant, en lisant le chat. Mais là, normalement, cette fois, c'est bon. Voilà. Là, j'ai un beau formulaire de contact. Il est prêt, il est fonctionnel, il marche en light et en dark mode. Et en plus, il est hop, responsive design directement. Ça veut dire qu'il marche sur mobile sans problème. Alors, je vous rappelle que là, moi, je joue avec ça, mais le mieux pour le responsive design, vous allez là, vous le mettez là. Là, vous choisissez, ben, testons-le sur un iPhone 12. Voilà ce que donnera le site à l'heure actuelle sur un iPhone 12. Évidemment, avec cette section réalisation qui n'est pas très belle pour l'instant, parce qu'on ne l'a pas faite. Mais là, voilà, sur un iPhone 12, ce que donnera le site. C'est plutôt bien. Le dark mode et le light mode marchent bien. C'est peut-être un peu clair ici hein, sur les fonds. Il y aura forcément à retravailler. Peut-être que là, il faudrait garder un petit contour quand même, un petit border, un petit border assez léger en light mode. Donc, on va aller là. Sur les inputs, on va mettre un border. On va le mettre en solide, en 1px. Et en termes de color, on va commencer par mettre un gray comme ça. Ça va pas être terrible, mais c'est juste pour voir. Vous voyez, là, c'est un peu foncé. On va aller prendre vraiment un gris plus foncé, mais plus clair. Voilà, bon, on fera peut-être un petit truc comme ça. Bon, ça, franchement, c'est des histoires de design. Il y a des graphistes qui font ça bien mieux que moi. Euh, pour l'instant, je vais les laisser comme j'avais prévu et puis je reviendrai sur les couleurs là-dessus. Je reviens un peu dans le chat, il n'y a pas de nouveauté. De toute façon, vous êtes toujours les mêmes à être là. Hop, ok, parfait. Voilà, donc là, on a créé un petit formulaire. Alors, pour l'instant, on n'a pas fait enfin, le back-end. Là, je ne ferai pas de back-end pour ce type de site. Si je devais vraiment le publier à la fin, moi, je ferais sans doute un petit script PHP tout simple pour faire l'envoi du mail. Sinon, vous avez un truc qui est vachement bien, c'est Email.js. C'est un site, vous vous inscrivez dessus, vous fabriquez un compte gratuit et lui, il vous fait tout le back-end d'envoi de votre mail. Vous avez la doc qui est là. C'est ultra simple à mettre en place, mais vraiment, add an email service. Et en fait, ben, vous avez juste à relier les éléments que vous avez codés ici avec les éléments qu'eux vont vous donner. Donc, c'est ultra simple à mettre en place. Alors, il faut regarder, parce que vous voyez, il y a un pricing. En gros,
vous pouvez recevoir 200 requêtes de mail par mois gratuitement. Si vous avez plus de 200 requêtes de mail, ben, il faudra passer sur une formule payante. Donc, c'est sûr que si vous faites vous-même le back-end et que vous hébergez votre site et que vous avez un script qui vous gère l'envoi des mails, bah, vous avez pas à payer hein, directement. Mais mine de rien, 200 requêtes sur un premier site, avant que vous ayez 200 personnes qui vous envoient un petit mail pour vous dire oh, ton profil m'intéresse, tu cherches du boulot, ce serait déjà incroyable si ça arrivait. Donc voilà, je vous donne quand même le tips de Email.js, c'est très très bien. On le fera peut-être si on fait un troisième live coding. Là, on va attaquer la. Alors, je regarde un petit peu l'heure, ouais, déjà une demi-heure. Ah bon, sachez que ça, normalement, un petit formulaire de contact comme ça, en moins de 10-15 minutes, c'est fait. Ah, tenez, j'ai oublié de défaire ce truc que je déteste. Donc là, très clairement, ça, je vais aller l'enlever un petit peu salement dans mon code. Je vais tout simplement aller dans mon CSS, ici, dans mon general, ici. Je vais indiquer que sur l'ID message, donc uniquement sur l'élément texte arrêt un message, et bien tout simplement, je ne veux pas de resize possible. Voilà, c'est un petit code très simple. Et là, vous voyez que maintenant, personne ne pourra venir déformer mon site internet. Voilà, alors attendez, il faut que je l'actualise pour qu'il reprenne la taille normale. Mais là, je ne peux plus le modifier la taille. Ça veut dire que je peux faire 10 lignes. Alors, je n'ai pas de limite de caractère parce que vous voyez ici, hop, on peut faire comme ça. Probablement qu'il faudrait en faire une. Là, pour moi, pour améliorer un formulaire, il y a trois choses qui sont importantes. Déjà, il faut rendre obligatoire la saisie de ces différents éléments. Ça, c'est pas très, très dur. J'ai un vrai trou de mémoire sur l'élément. Il y a un truc à rajouter ici. C'est. Tac, tac, tac. Je vais regarder vite fait. Je vais retrouver ça. Euh, l'attribut. Tac. C'est un mot en anglais, mais je l'ai complètement perdu. C'est required. Oh, qu'est-ce que je suis débile. Voilà. Donc là, en fait, il faut que je mette juste required. Non, required. Et en fait, on ne pourra pas faire l'envoi du formulaire sans que ces éléments n'aient été saisis. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de recevoir des mails dans lesquels il n'y a pas, dans lesquels il n'y a pas, il y a rien en fait. Hop, je vérifie juste que attribute required dans les emails, checkbox, ouais, c'est bien ça. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait un moi-même. Tac, name label, required. Ok, c'est bien ça. C'est bien ça, il n'y a pas de souci. Du coup, je pense qu'on a fait le tour du formulaire de commande. Comme je vous dis, normalement, ça, à coder, ben, vous pouvez même en récupérer des tout faits, c'est vraiment pas long. Là, on est en vanilla, on part de zéro. Le but, c'est de faire ça sous forme de tuto et de montrer voilà, qu'on peut faire en une heure ou deux, enfin en 2-3 heures plutôt, un site de présence. Et là, on va attaquer la partie réalisation. Alors, un peu plus de boulot sur cette partie. Ça va être un peu plus compliqué ce qu'on va faire. Salut R. Charrette, je lis ton pseudo, welcome, welcome, welcome. Et donc, du coup, là, on est parti pour réaliser une work section. Alors, moi, sur mon petit croquis, vous ne l'avez pas vu, mais bon, vous voyez que mon design est copié sur le site d'Apple, hein, très clairement. D'ailleurs, je vais vous donner un tips là-dessus pour ceux qui aiment bien la marque à la pomme et son design. Vous avez des références, vous avez un site, c'est Apple Design Resources. Et en fait, dessus, bah, vous avez tout. Vous avez tout ce qui fait le design d'Apple. Vous pouvez aller récupérer les fontes, les symboles, les technologies, les différents éléments. Enfin, vous avez tout. C'est très simple pour créer propres éléments. Il y a un truc que moi j'aime bien, ça s'appelle des bezels ou des frames. En fait, si vous voulez, c'est transparent et on peut mettre des choses dans les écrans. Je me dis, tiens, je me suis dit pour ce projet, en réfléchissant, pour présenter mes travaux de site internet, ça serait assez cool qu'ils apparaissent sous forme de carrousel dans l'écran d'un ordinateur. Là, moi, je prends un Mac parce que j'aime bien les Macs, mais on s'en fout, ça pourrait être un PC, n'importe quoi. Si vous voulez, ça pourrait être un iPad, une tablette, il faut que ce soit assez grand quand même. Mais donc, du coup, moi, je voudrais que dans l'écran ici, bah, il y ait une capture d'écran de mon site et qu'en dessous, il y ait une petite description de ce qu'est ce site. Donc là, c'est l'étape qu'on va réaliser ensemble.
On va faire ça là. Et donc, je vous montre un autre élément que je trouve très cool, parce que, en fait, quand on est développeur, on n'est pas forcément designer. C'est deux métiers différents. On peut avoir des appétences pour les deux ou une formation pour les deux, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez des tas de palettes de couleurs en ligne, vous en avez plein, et vous avez notamment Apple Color Resources, et vous avez notamment Apple, dont les designers ont fait un boulot de ouf. Parce que je vous rappelle quand même que on parle de ce site-là, qu'on aime ou pas la marque, qu'on aime ou pas les produits, ça n'a aucune importance pour moi. Mais quand vous avez un site qui vous présente ces produits de cette manière-là, vous pouvez quand même croire que les designers et les développeurs derrière sont plutôt costauds et ont plutôt des bonnes notions de ce qu'il faut faire sur Internet ou autre. Et donc, bah, moi, je suis pas forcément le meilleur pour l'association des couleurs. En fait, bah, eux, ils vous fournissent une palette toute prête avec les couleurs de défaut en light et en dark et les couleurs pour l'accessibilité. C'est le mot que je cherchais d'ailleurs tout à l'heure, accessibilité, quand je vous parlais du gros défaut de notre page. Là, pour l'accessibilité, c'est vraiment nul. Voilà, on ne voit vraiment pas bien les éléments, donc ça, il faudra les améliorer. Et vous voyez qu'ici, il vous donne les deux, des light, dark, accessible light, accessible dark. Et en fait, vous pouvez vous baser sur ça pour avoir toute une série de couleurs qui marchent bien ensemble. Elles sont triées en fonction des OS. Donc, bah, si vous faites une application mobile, bah, prenez plutôt iPad, OS et compagnie. Si vous faites un site internet, vous pouvez prendre directement iPad et iPhone. Mais, je vous donne toujours ces petits tips, parce que là, vous avez plein de choses qui vous expliquent comment bien faire des bons designs. Je trouve que c'est une ressource assez intéressante d'ailleurs pour vous dire. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais Holberton, on vient de faire un partenariat avec Apple et d'avoir accès en fait à des formations Apple pour développeurs. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc bah, voilà, j'en profite un peu pour faire la promo. De toute façon, tout le monde sait que je suis fan de la marque, je me fais charrier à longueur de temps sur le campus, donc on ne va pas se mentir et se cacher derrière ça. Et puis bah, on est parti pour coder notre petit élément. Ce que je vais commencer par faire, bah, c'est tout simplement un carrousel d'images. Alors là, encore une fois, Bootstrap est un outil génial là-dessus. Carrousel, hop, voilà, vous avez un carrousel tout préfet avec un bout de code qui vous explique comment le faire. Alors moi, ce que je vous propose pour vous apprendre un peu comment ça marche, plutôt que de décortiquer, parce qu'on va le coder from scratch, comme j'adore faire dans ces éléments. Donc là, je vire mon titre parce que je n'en veux pas de ce titre-là, euh, pour l'instant en tout cas. Donc toujours pareil, là, j'ai une classe container. Ma classe container, je vous rappelle, c'est ce qui crée cet espace ici, là, hein. Si je reprends ma petite règle là, hop, cet espace-là, c'est ça qui fait ma page container. L'espace que je vais avoir entre cet élément et celui-là, c'est le fait que j'ai mis des colonnes A8. Ah, attendez, je ne sais pas si vous voyez a priori. Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous voyez bien mon écran toujours? Oui, vous voyez bien mon écran. Ok. Et ça, c'est la définition des colonnes. Donc, en gros, sur ma zone ici, réalisation, cet espace, il est déjà créé grâce à cette div-là. Donc, moi, je vais en créer une autre. Je vais créer une div, hop, avec une classe row et dedans une div avec une classe code pour créer mes colonnes directement. Oula. Je sais déjà que mon élément il va être centré, donc toujours pareil. Bah, d'ailleurs, vous voyez, hein, je ne vais pas m'embêter, je vais copier-coller celle-là. Hop, ça va aller plus vite. Et ça, pour l'instant, je ne sais pas si j'en aurai besoin, donc je l'enlève. Mes colonnes, pour l'instant, j'y touche pas. J'y touche pas, je les laisse comme elles sont. On viendra les modifier après. Et puis bah, là, on est parti pour faire notre carrousel. Alors, je vais espacer un petit peu pour que vous le voyez bien. Pour faire le carrousel, on va avoir besoin de pas mal de divs. On va avoir besoin d'une première div qui va contenir le carrousel. Pour ça, d'ailleurs, je vais lui donner tout de suite un ID pour bien l'identifier. Works Carousel. Alors, pour ceux qui hésitent sur les ID, j'entends souvent dire que les ID, ça pourrait être utilisé après dans le JavaScript. Oui, c'est vrai. C'est pas tout à fait ça. Euh, les ID, la vraie phrase, c'est ID usage unique, classe usage multiple. Cet ID, je ne pourrais pas l'utiliser ailleurs que là. Il identifie de manière unique cet élément. Les classes qu'on utilise beaucoup en Bootstrap, bah, je vais les utiliser à de multiples reprises dans le site. Donc, retenez juste cette petite phrase, ID usage unique, classe usage multiple. Effectivement, quand vous avez besoin de récupérer un élément en JavaScript, comme on va le faire d'ailleurs tout à l'heure, comme je le fais ici, bah, il faut que j'ai un ID usage unique parce que c'est cet élément unique que je veux récupérer.
Voilà pour le petit moyen mémotechnique. Bon, c'est des trucs de base hein, de développement web, hein. Je vous rappelle, hein, on est vraiment sur je fais vraiment un live coding pour les débutants en développement web, hein. J'insiste bien là-dessus. Du coup, j'en étais où? Pardon, je me suis perdu dans mon propre truc. Voilà. Donc là, j'ai créé une espèce de boîte dans laquelle je vais mettre l'ensemble de mon carrousel. Euh, je vais tout de suite lui donner aussi des classes. Parce que, ben, comme je vous le disais, ça fonctionne par système de classe Bootstrap. Ben là, la classe, elle n'est pas compliquée. La classe carrousel, donc ça, c'est génial. Moi, je veux un carrousel qui slide. Alors, c'est quoi un carrousel qui slide? Paf, paf, carrousel qui slide, c'est ça. Un carrousel qui slide pas, je vous le montre un peu plus bas, c'est un carrousel qui fait ça. C'est un crossfade. Voilà. Moi, j'aime pas trop ces systèmes de carrousel-là. Je préfère vraiment voir mon image défiler de gauche à droite. Je trouve ça rigolo. Donc, on va faire un carrousel qui slide. Tac. Dedans, je vais avoir besoin d'une autre div. Hop, qui va avoir une classe. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite parce que je vois qu'il est déjà 45. J'aurais bien aimé quand même vous finir au moins le carrousel aujourd'hui. Donc, je vais peut-être parler un petit peu moins et coder un peu plus, les amis. Donc là, j'ai un carrousel. Alors, mince, je me souviens plus. C'est carrousel inner. Mais oui, c'est ça. C'est carrousel inner. Et dans ce carrousel inner, je vais encore avoir une div. Une div, et cette div, elle va avoir une classe. Ça va être tout simplement carousel item. Carousel item. Et ça, ce sera la première image. Elle sera donc active. Vous verrez, peut-être je vous expliquerai après. Donc là, très simplement, moi, je vais mettre une IMG. Alors, comme je suis un petit malin, donc là, ici, vous voyez, je vais créer un dossier assets dans lequel, s'il veut bien, dans lequel je vais mettre mes images et dans lequel je vais mettre un autre dossier carousel. Et moi, j'ai déjà chopé une image d'une capture d'écran d'un projet. Je la mets comme ça, elle est là. Alors, je l'ai appelée Works, parce que c'est le carrousel Works. Donc, de mes travaux, Holberton Survivor, c'est le nom de mon projet. Vous voyez, c'est un site que j'avais fait. On s'en fout, ce n'est pas le sujet du truc. Là, je vais chercher mon image. Je vais lui mettre tout de suite le alt. Je vous rappelle, le alt, c'est la description pour les liseuses et tous ces éléments et pour les gens qui sont malvoyants. Donc là, je vais mettre le nom du projet, Holberton Survivors Screenshot. Ah oui, là, je devrais le mettre en français. Mon site est en français, je devrais le mettre en français. Capture d'écran du projet Holberton Survivors. Vous allez me dire, ah ouais, si long que ça? Bah ouais, si long que ça. C'est très important aujourd'hui. Voilà pour mon image. Alors, mon image, je vais tout de suite aller lui donner une classe parce que je ne vous raconte pas si je vais sur le site, là, à mon avis. Bah déjà, je l'ai même pas en affichage. Où est-ce que je me suis gouré? Je l'ai bien mise. Je ne l'ai pas mise dans le dossier ici. Works. Ah, excusez. Ok, je viens de voir. Il me manque mon href. J'ai un problème là, de fonctionnement. Excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi il veut pas? Bon, écrire à l'ancienne. Voilà. Point slash asset image carousel works. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire une connerie. Je vais gagner du temps. Ah, c'est SRC, putain, je suis bête. C'est pas href, c'est pas un lien. N'importe quoi. Le alt, pour l'instant, je mets 3 petits points, je le renommerai après, et je remets ici, on aura des classes. Parce que là, voilà, si je sauvegarde, vous voyez que mon image, super. Déjà, il y a 0 carrousel, et en plus, elle est dégueulasse, et elle prend trop de place. Donc là, il y a des classes Bootstrap qui sont dédiées à ça. Déjà, je vais lui demander d'être en display block. En display block, et moi, je vais vouloir qu'il y ait 100% de la largeur dans l'élément. Je ne sais pas si ça fonctionnait. Voilà. Donc déjà, c'est plus sympa. Vous voyez, on a notre élément qui est là, alors qui est beaucoup trop grand. On va aller le raccourcir tout de suite. Et c'est là où ici, vous vous souvenez, on va faire col LG 8. Ici, on va mettre aussi col 12. Globalement, je vais garder un peu le même système d'interface. Voilà, col 12. Et là, voilà, on a notre image qui s'affiche. Alors, pour l'instant, bah, elle n'est pas très belle. De toute façon, on ne peut pas passer encore à d'autres éléments, mais elle a le mérite d'exister. Et ici, je fais ma description. Capture d'écran du
projet Holberton Survivors. Capture d'écran du projet Holberton Survivors. Voilà. Donc là, j'ai déjà une première image qui s'affiche dans mon carrousel. Là, j'ai un gros problème dans mon carrousel. Déjà, c'est que j'ai qu'une seule image. Mais bon, ça, c'est pas mon plus gros problème en vrai. C'est que j'ai pas de bouton pour les modifier. Donc là, on va aller créer tout de suite. On va les créer tout de suite. Alors, par contre, je réfléchis, où est-ce que je les fous, les boutons, moi? Est-ce que je fais direct comme j'ai envie de faire? Moi, vous voyez, dans les carousels de Bootstrap, eux, ils mettent les boutons sur les images ici. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas trop ce que j'ai envie de faire, parce que si vous vous souvenez, moi, je veux mettre mon image après dans un ordinateur. Moi, je vais les mettre là sur le côté directement. Alors, je vais avoir des problèmes en faisant ça. Je vais avoir des problèmes. On va déjà les mettre, tant pis. On va les mettre vite fait à l'intérieur du carrousel. Attendez, par contre, je ne sais plus où est-ce qu'on les fout. Donc, vous voyez, toujours quand on a un trou de mémoire, c'est pas grave. Le plus important, c'est de se souvenir. Donc, il faut que je le mette dans le carousel slide. Il faut que je les mette euh, ici. Ça, c'est les indicateurs, on s'en fout. Les boutons, il les met en dessous de quel div. OK, c'est bon. Donc, il faut que je les mette là. Hop. Il faut que je les mette là. Donc là, je vais mettre mon bouton Prev. Hein. Là, je vais mettre un button. Alors, je vous le dis tout de suite. Je vais copier-coller les boutons pour gagner du temps parce que je vois le temps filer là. Donc, je vais pas les taper entièrement. Je vais les prendre les deux. Donc là, il y a le Prev et là, le Next. Voilà, je vais vous dire vite fait ce que c'est. Mais j'ai peur qu'autrement, on dépasse de trop. On va faire un petit alignement ici. Normalement, si je ne me suis pas gouré, j'ai mes boutons Prev et Next qui sont là et qui sont déjà fonctionnels. Les boutons, ils sont assez simplement composés. Ils ont une classe, évidemment, pour savoir ce que c'est. Un type pour indiquer que c'est un bouton. Ici, ça va être très important, je vais devoir le changer parce que moi, je l'ai appelé Works Carousel, mon élément. Si vous regardez sur Bootstrap, eux, leur ID, donc c'est Carousel exemple. En fait, c'est le conteneur global du carrousel. Donc, déjà, je vais commencer par corriger ça pour être sûr que ça ne fout pas le bazar dans le carrousel. Donc, les ID, je les change. Non, pardon, database, voilà. Donc là, hop, je mets bien le nom de mon carrousel à moi. Là, ça indique que c'est une Prev Next. Ici, c'est l'icône, tout simplement. Et ça, c'est un petit texte qui est caché. C'est pour l'accessibilité aussi. Donc là, ce que je peux faire pour vous montrer que ça marche bien, c'est que je peux prendre ici, hop, ma petite div d'image et je vais la dupliquer. C'est pas grave, on aura deux fois la même image qui slide, mais normalement, bah là déjà, j'ai un truc qui bug. Non, c'est bon. C'était le temps que ça s'actualise. Et voyez là, hop, en quoi on a mis ensemble, et encore, je cause et je fais des dérives, mais en moins de 5-10 minutes, on a un carrousel qui est fonctionnel. Qui est pour l'instant pas ce que je veux faire et qui manque clairement d'esthétique, vous voyez, dans votre projet. Et encore, vous pourriez très bien dire, je veux juste un carrousel comme ça, prendre ce carrousel-là, mettre le titre de votre projet et mettre un lien vers votre projet directement ici. Et vous voyez, là, ça aurait fait entre l'heure d'aujourd'hui et l'heure et demie de la dernière fois, on serait à 2h30. En 2h30, vous avez un truc qui est capable de montrer vos travaux. Alors, qui est pas, je vous l'accorde, qui a plein de défauts et qui a probablement besoin de beaucoup d'améliorations. Je n'avais pas montré le petit flou là aussi, je me suis amusé à faire ça, j'aime beaucoup. Mais c'est tout à fait faisable de faire ça très vite. Nous, évidemment, on va aller un peu plus loin. On a le temps là, de le faire. Déjà, je vais mettre les boutons là où j'ai envie de les mettre. Vous allez voir que ce n'est pas une mince affaire parce que Bootstrap, il est pas méga friendly là-dessus. Donc, je vais les sortir de mon élément. Je vous rappelle que cet élément est le conteneur de mon carrousel complet. Les deux. Hop, vous voyez, je les prends. Hop, je les prends et je les sors. Alors, je vais ranger un peu, virer les espaces inutiles, rajouter ceux que j'ai besoin. Hop, pour cleaner un petit peu tout ce code. Voilà. Donc là, j'ai mes deux boutons. Si j'enregistre, mes boutons, ils ont disparu. Mince. Ah, ça, c'est le bazar. Je ne peux plus basculer mon carrousel. C'est normal. C'est parce que dans les classes qu'il y a là, il y a le style et donc il y a les endroits où se mettent les boutons. Donc il faut effacer le style par défaut de Bootstrap. Et là, vous allez voir que les boutons, bon, ben, alors vous inquiétez pas pour le petit bug d'affichage. Regardez, si j'actualise, c'est parce que je fais mes modifications en temps réel. Ah oui, non, il y a un vrai souci là sur le truc de base. Ah, bah ça, je vais voir. Je sais pas pourquoi ça fait ça.
Je sais pas pourquoi ça fait ça. Button, Works Carousel, Next, Carousel Control Next Icon. Bon, on verra ça. Je vais corriger au fur et à mesure. Je vais corriger au fur et à mesure. D'ailleurs, bon, on est parti. Je vais le corriger là. Moi, je vais lui donner ici, je vais lui donner une classe que je vais créer moi-même qui s'appellera Carousel BTN. Parce que de toute façon, peu importe si je fais d'autres carousels, j'utiliserai. De base, je ne vais pas l'afficher, ce bouton. Je vous expliquerai pourquoi après. Et quand je suis en LG, donc en écran large, évidemment, je l'affiche. Il a bien un type bouton. Le database, je garde bien mon Word Carousel. Et j'ai bien un data slide après. Alors, moi, je déteste quand même ce plugin ici. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Je vais virer l'icône par défaut que je trouve très moche. Et comme je vous disais, j'ai préparé quelques icônes de base. Alors, ne pas à se taper le cul par terre non plus, comme on dit. Je ne sais pas si je peux dire ça. Et là, évidemment, previews, je vais mettre précédent parce qu'on est des bons petits franchouillards. Voilà. Et là, bon, j'ai pas de style, hein, c'est normal, je ne l'ai pas créé. Mais je vais faire exactement la même chose ici. Database slide. Là, par contre, je dois bien laisser next et prev, hein, c'est important. Donc là, next, je vais mettre suivant, je vire ce bouton-là. Normalement, je l'ai. L'autre, quelque part, je l'avais mis de côté exprès. Hop, sur un petit fichier texte que j'ai à droite. Voilà. Et là, les classes, eh ben, hop, carrousel. C'est les mêmes. C'est les mêmes classes. Hop, carrousel BT. Là, je vais regarder pourquoi ça bug un peu. Je vais juste inspecter vite fait. Je vous demande juste une petite minute pour me concentrer pour voir. Carousel slide. Voilà, j'ai bien ma classe carousel inner. J'ai pas fait de faute. Ah, je sais pourquoi. Regardez, il est là mon bug. Je ne peux pas. Là, j'ai deux images. Et j'indique au code que j'ai mes deux images qui sont l'image principale. C'est pas possible, il n'aime pas. Et là, je vous garantis que maintenant, ah là, le code, il marche parfaitement. Vous voyez, c'était juste un petit bug de rien du tout. Évidemment, là, mes boutons, ils sont absolument pas alignés, ce qui est tout à fait normal, puisque dans mon élément ici au-dessus, ben, tout simplement, il faut que je fasse ce qu'on appelle une flexbox. Donc là, je mets display flex. Je vais tout aligner au centre directement pour ne pas perdre de temps. J'enregistre et vous voyez déjà mes éléments viennent à gauche et à droite et ils viennent en dehors. Je vous rappelle que ces flèches, je vais les vouloir en dehors de mon écran. Je vous avais dit que c'était une sacrée galère pour faire un si petit truc. Mais c'est vrai que c'est un peu relou. Et là, je vais rajouter une valeur, c'est un gap 5. En fait, ça va créer un espace ici entre mes éléments. Et là, maintenant, on va aller styliser ça, parce que là, pour l'instant, ils sont vraiment moches. Et on va aller se faire un petit style spécifique à ça. Pour ça, on va aller dans notre rubrique General ici, pour tous les éléments généraux. Là, je vais quand même faire ici, hop, contact section pour avoir une, une classification. Et là, on va mettre une works section, puisque c'est comme ça que ça s'appelle ma section. Donc tout ça, c'est pour bien classifier. Je vous rappelle ma méthodologie. Le nom qui est là et le même nom qui est là. Voilà. Ça me permet de retrouver très facilement, si je reviens dans 6 mois sur ce code, je saurai quel JavaScript est lequel. Et je mets exactement les mêmes noms, vous voyez ici, dans ma partie light mode et dark mode. Je ne suis pas encore super organisé sur le light et le dark mode, parce que comme je vous dis, je l'ai découvert sur une de mes soirées de code individuel. Probablement qu'il y a des choses plus optimisées à faire. Je travaillerai ça de mon côté. Ou on le fera sur un live, on verra. Mais bon, là, on est sur le work section. Et là, vous vous souvenez, moi, j'ai créé une classe. Donc, pourquoi une classe? Ben, usage multiple, j'ai deux boutons. Une classe carousel BTN. Et là, je vais lui mettre des petites choses. Déjà, je vais lui mettre une font size. Font size, c'est tout simplement la taille de la typographie. Je vais la mettre à 2 rem. Pourquoi je fais une font size? Les éléments que j'ai mis là, donc les éléments de Bootstrap icône qui forment mon visuel ici, ça, ce sont des typographies. Donc, vous voyez, c'est dans une classe I. Donc, il considère que c'est une typographie. Donc, vous voyez, ça me permet de grossir mes boutons. Alors là, ils sont particulièrement moches, ne vous inquiétez pas, on va les embellir un petit peu. On va tout de suite virer la border là qui était vraiment pas terrible. Voilà. La border, hop. On va lui mettre un background color en transparent. Et pour l'instant, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. On va leur mettre une petite animation. On va leur mettre une petite animation. On va prendre le carousel BTN.
quand il est actif. Et on va lui mettre un transform. Et c'est là où vous voyez, c'est vachement bien d'avoir des, entre guillemets, bonnes bases de pur CSS. C'est que vous pouvez modifier des choses de vos frameworks. Parce qu'en fait, tout le monde aujourd'hui se prend des frameworks, prend des modules déjà tout faits. Mais par contre, c'est vachement important quand on est dev full stack de bien connaître les bases. C'est pour ça que je fais beaucoup de tutos en vanilla pour vous dans les live coding. Parce qu'en fait, toutes ces bases-là, ça vous permet d'être ultra performant et meilleur que des gens qui se sont contentés d'apprendre un framework par cœur et de n'utiliser que le framework. Ça vous permet de rajouter plein de petits éléments très rapidement. Alors, évidemment, il y a d'autres outils que ceux que j'utilise pour le faire, mais je trouve que c'est vachement important euh, de faire ça. Donc là, en gros, j'indique que quand j'appuie sur mon bouton, il va être un petit peu plus petit, ça va donner un effet d'enfoncement. Et je lui dis que je veux une transition sur l'effet transform, que cette transition, je veux qu'elle dure 0,2 secondes et qu'elle soit en effet is in out. Je l'ai déjà expliqué dans un live coding précédent, donc je ne vous le réexplique pas. Et là, vous voyez mes boutons, voilà, ça commence à être pas mal. Et vous voyez, quand je clique dessus, c'est pas très très beau, mais ça marche. Voilà, ça donne un petit effet comme si on appuyait sur un bouton. Et là, on a notre carrousel qui est fonctionnel. Maintenant, j'aimerais vraiment bien aller un peu plus loin et vous intégrer directement l'image de l'ordinateur avant qu'on arrête. Donc, on va le faire vite fait, quitte à prendre quelques minutes de plus. Donc, déjà, je récupère mon image que j'ai récupérée sur le site d'Apple. Alors, ça, c'est lié à mon carrousel, donc je le mets dans mon carrousel. Donc, MacBook Pro Bezel, et vous voyez bien, tout ce qui est quadrillé là, c'est transparent, je vais pouvoir mettre mes éléments à l'intérieur. Donc ça, je vais commencer par l'intégrer dans mon projet, puisque pour l'instant, elle est chargée absolument nulle part, cette image. Cette image, il va falloir qu'elle soit contenue. Je vais être obligé de créer une div pour contenir tout cet élément-là. Donc, hormis les boutons. Donc là, je vais rajouter une div spécifique. Hop, parce que... voilà. Là, hop, voilà. Parce qu'ici, je vais rajouter, tout bêtement, mon image. Donc là, je vais la chercher, image, carrousel, MacBook Pro. Et là, je vais pas trop perdre de temps là-dessus. MacBook Pro frame. Ouais, je vais mettre le terme générique Bezel. Tant pis si c'est pas très. Les gens iront chercher sur Internet. Si... Voilà. Donc là, j'ai mon image. Évidemment, là, si j'enregistre, waouh, mince, j'ai tout cassé et c'est dégueulasse. C'est normal. C'est normal, ne vous inquiétez pas. J'ai pas mal de petits changements à faire pour que ça fonctionne. Déjà, la première chose ici, je vais devoir lui donner une position relative. Alors, les positions relatives et tout ça, ça demanderait presque un live coding entier pour vous expliquer ce que c'est, donc je vais passer un peu rapidement. Là, pareil, je vais devoir lui donner une classe et lui donner, c'est une position aussi relative et surtout un IMG fluide. IMG fluide en Bootstrap, c'est que l'image va prendre la taille qu'elle a. Vous voyez déjà, je suis rassuré, j'ai toujours mon carrousel qui marche et j'ai mes images. Bon, elles ne sont pas superposées l'une sur l'autre, c'est normal. Mais par contre, voilà, déjà, mes tailles sont ajustées. Ce n'est pas encore très beau, ce n'est pas ce que je veux, mais vous allez voir qu'avec quelques lignes de code très simples, on va faire ça. Par contre, là, il va y avoir un gros boulot ici. Donc là, j'ai mon carousel slide. Mon carousel slide, avant d'appeler ces classes-là, je vais lui donner ce qu'on appelle une position absolute. Alors en gros, pour faire très très court et très simple, parce que ça va être compliqué de vous expliquer ce qui se passe si je ne vous explique pas ça. De base, tout élément de votre page web est relatif à son body. Le body, c'est la grosse balise ici qui contient tout. Ça veut dire quoi que c'est relatif au body? Ça veut dire que si je dis que mon élément carrousel qui est là, que je vous surligne ici, je veux qu'il soit en position 0,0 de ma page web. La position 0,0 de ma page web, c'est là. Clairement, je n'ai pas envie que cet élément il soit en position 0,0 ici. Moi, je veux qu'il soit en position 0,0. Vous voyez, le bord de mon image est là, ici. Vous voyez. Donc, je dois changer sa position relative. Donc, je vais donner une position relative à l'élément qui le contient. Donc, en gros, à partir de maintenant, le 0,0 de mon carrousel qui est en position absolue, eh ben, c'est bien ici. Et là, vous allez voir. Alors, par contre, je vais faire un truc. Ne faites pas ça. C'est juste pour pouvoir le positionner correctement. Ce n'est pas toujours très facile. Donc là, dans cet élément, je vais lui rajouter une classe style. Moi, je l'intégrerai dans mon CSS après pour l'externaliser. Mais là, je vais lui donner une top 0, donc une position en haut à 0, et une top left à 0. Normalement, si je ne me suis pas gouré, voilà, tout se superpose.
Salut, excusez-moi, je dis au revoir aux étudiants qui étaient avec moi dans la salle. Les pauvres, ça fait 1 heure qu'ils me supportent et qu'ils m'entendent parler avec vous. Ils ont été très patients, je les en remercie. Je n'ai pas de salle individuelle sur Toulouse pour pouvoir faire ce genre de choses, donc je fais au mieux. Par contre, donc, vous voyez, mon image vient par-dessus mon ordinateur. Donc ça ne me va pas. Donc là, j'ai encore un petit bout de code à aller changer. Ce n'est pas un gros changement. Alors par contre, je vais me taire 2 secondes parce que ça, il ne faut pas que je fasse de conneries. Parce que c'est très. J'ai un Z-index à mettre à un endroit. Et je ne sais plus du tout. Je l'avais déjà fait une fois. Tac, 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 tac. J'ai cet élément, il doit passer au-dessus. Celui-là, il doit passer en dessous. Je pense qu'il faut qu'ici, peut-être, je mette un Z1. On va voir. Voilà, parfait. Je me souvenais. Donc là, vous voyez, j'ai réinversé la position. Z-index, je vais essayer de vous le faire sur la caméra. J'attends de me voir avec le délai. Z-index, en fait, vous imaginez comme des calques, ceux qu'on fait du Photoshop. Chaque calque se superpose. Et en fait, vous avez des Z-index qui vont de -1 à il n'y a pas de limite. Souvent, les développeurs aiment bien utiliser le chiffre 9 pour faire ça. Avec Bootstrap, vous avez directement un Z1. Bon, bah, vous allez là, vous tapez toujours pareil. Z-index et il va vous expliquer exactement. Et là, vous voyez les différents éléments de Z-index que vous pouvez utiliser. Et vous voyez, Z-index value 1, 2, M3 by default. Voilà. Donc, en gros, si je veux que mon élément d'ordinateur soit au-dessus de mon autre élément, je lui donne le Z-index 1. Si je veux que cet élément vienne au-dessus, je donne le Z-index 2. Voilà. Ce n'est pas très compliqué à comprendre au final. Alors, je reprends le code. Il est 16h06, bon, on va dépasser, je pense, une demi-heure comme l'autre fois. Voilà, j'espère que les gens auront un peu le temps, mais je veux vraiment finir ça parce qu'il y a tellement de choses encore à faire sur la partie 3. Là, ce que je vais faire, c'est que vous voyez bien que mon image, elle est absolument pas bien positionnée, elle n'est pas à la bonne taille. Je vais aller faire quelques essais. Donc déjà, je vais lui donner ici une largeur. Alors, je travaille qu'avec la largeur pour garder le ratio. Mettons, j'en sais rien, je tape au pif, on va lui donner un 80%. Voilà, bon, on va voir. Là, je vais la centrer. Alors bon, ça, je ne vous l'explique pas. Euh, un jour, je vous expliquerai ce que je fais là. On va faire un translate X, transform, translate X de moins 50%. Et normalement, voilà. Déjà là, je peux vous garantir que mon image est parfaitement centrée sur l'élément. Elle est trop petite, donc 80, c'est pas bon, donc il va falloir que je joue un peu. On va lui mettre, vas-y, un 80, un 82, peut-être ça va passer. Non. Vous voyez, j'ai encore des bandes blanches là, ça va pas être bon. Bah, écoutez, ça va être 83, c'est très bien. Hop, j'avais déjà fait de mon côté le truc, mais j'ai pas les mesures de moi. Donc là, voilà. Et vous voyez qu'en hauteur, là, j'ai un décalage qui est pas bon. Alors là, je peux pas le centrer comme j'ai fait avec l'autre méthode. Pourquoi? Mon cadre, là, vous voyez bien qu'il n'est pas au centre de l'image parce que la largeur ici est plus haute que là. Donc là, il faut que je joue. Il faut que je joue avec mes éléments. Je ne vous cache pas que ce n'est pas le truc le plus optimal que j'ai fait dans ma vie. Mais comme vous pouvez le voir, là, mon carrousel est dans mon ordinateur. Alors, j'ai un petit truc qui ne me plaît pas. J'ai une micro barre blanche, vous voyez là, entre les deux. Ça, il faudra peut-être que je le gère. Est-ce que si j'agrandis un petit peu les images, est-ce que ça passe toujours? Non, ça ne change rien, donc c'est pas ça. Euh, tac, tac, tac. Bon, ça, je verrai un jour pour le corriger, mais sachez que je pense que c'est un peu inhérent à Bootstrap parce que regardez ici, je ne sais plus où on était tout à l'heure, mais j'en ai vu un de la même manière. Je ne sais pas si vous le voyez là, c'est très succinct, mais ça fait un peu la même chose. Sachant que globalement, là, j'ai 2 fois la même image, c'est pour ça que c'est un peu choquant. Mais avec une image de couleur plus claire à côté, ça ne poserait pas de problème. Mais j'essaierai de régler ça de mon côté, je pense que ce n'est pas grand-chose. Mais vous voyez que là, très rapidement, j'ai créé un carrousel d'images de projet. Euh, on commence à avoir un site d'ailleurs qui est un petit peu sympa. Je vais changer 2 choses. Moi, ce que je trouverais très rigolo, vous voyez le fond gris là, ça ne me plaît pas. Moi, j'aimerais bien que mon ordinateur là, il soit posé sur le fond gris comme si c'est une table. Donc ça, je vais le changer vite fait parce que c'est très rapide à faire et je vais pas ça va pas être une grosse perte de temps. Alors, je vais juste ici réorganiser un petit peu. Clairement, vous voyez, il va falloir que je mette des petits commentaires à des moments, hein. Il va falloir que je mette des petits commentaires pour que ce soit un peu plus clair. Et évidemment, je n'ai absolument rien push. Ce que j'aurais dû faire quand j'ai fini ma page de contact, j'aurais dû push ma page de contact.
Je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié. Ça, hop, hop, on va clean un tout petit peu de code pour rendre tout ça beaucoup plus lisible. Voilà. Euh, tac, tac, tac. Et là, en gros, moi, je vais tout de suite créer une autre div ici en dessous. Une autre div. Cette div, on va lui donner un ID. Alors, je vais vous expliquer pourquoi volontairement. Je pourrais faire une section en vrai, hein. Je pourrais faire une section, mais je vais l'appeler Works Caption. Parce que là, le gros souci et la grosse faille du site qu'on est en train de faire, c'est qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de description des images. C'est un peu con, c'est pas suffisant. Je pourrais les mettre par-dessus les images, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc là, on va travailler un petit peu, on va travailler un petit peu là-dessus. On va travailler un peu là-dessus. Comment je vais le faire, ça? Ben, toujours pareil, hein. Tout pareil. Là, je ne vais pas mettre de container, je vais mettre une div. Mince, c'est row ici. Row, row d'abord. Hop. Et une div.call. Voilà. Dedans, je centrerai un élément entier dans lequel je mettrai un, euh, peut-être un H5, on verra. Je vais faire un lorem 3, on s'en fout, c'est juste pour avoir du contenu, hein. De toute façon, ça, on le fera dans la prochaine session. Là, on va mettre un lorem, je sais pas, 50, on va faire 50 mots, on s'en fiche. Et moi, je sais que là, je vais vouloir un button, probablement, pour pouvoir accéder au site. Lorem 3 aussi. Voilà. On s'en fiche. Donc là, vous voyez, j'ai mes éléments de texte qui se mettent là. Le truc, c'est que moi, je veux que ce fond soit gris et que celui-là soit pas gris. Donc, je vais aller changer ça. De mémoire, ça, je l'avais fait, je crois, dans le CSS. Tac, tac, work section. Ici, j'ai déjà oublié comment je l'ai appelé. Je l'ai tapé il y a 2 secondes. On va pas l'appeler, on va le mettre hop, works caption. Ici, c'est works caption qui va faire cet élément-là. Et évidemment, il ne faut pas que j'oublie de changer le dark mode et que j'oublie pas les dièses. Est-ce que tout est bien? Works et works caption. J'enregistre. Et voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, alors je ne vous cache pas que là, on a un petit côté un petit peu dégueulasse là dans cet élément. On va juste vraiment le corriger très vite fait et après, on va s'arrêter là. Et je vous dirai ce qu'on fera sur la partie 3. Je pensais vraiment faire ça en 2 parties, mais en fait, c'est juste pas possible. Là, on va lui mettre très rapidement ici. En mobile, il sera à 12. Et là, on va mettre un col-lg8 comme d'habitude. Et ici, je vais mettre, bon, ça, je vais le reprendre d'ailleurs là. Et hop, row, voilà. Hop, tac, j'enregistre. Voilà. Et donc là, vous voyez, on commence déjà à avoir un petit site sur lequel il y a une hero page qui n'est pas dégueulasse. Vous voyez, quand on passe en dark mode, il y a un petit dégradé, tout ça, c'est assez joli. Quand on clique sur réalisation, on arrive là. Alors là, vous voyez, j'ai un petit bug, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai modifié une partie du JS. On peut le corriger ici très très vite, ça. On peut le corriger si on veut très très vite. Là, je mets juste works. Et en vrai, si je fais ça, je suis sûr que ça marche. Hop. Non, il ne le rajoute pas. Get element by ID works. Bon, ça pareil, je le verrai après, mais vous vous souvenez que j'avais un petit script qui calculait la hauteur ici, qui rajoutait un padding. C'est pas très très grave, ça. On fera en sorte de toute façon, en gros, si vous voulez, on fera en sorte qu'il s'arrête à peu près là, voyez, pour qu'on puisse voir le contactez-moi, donc on donne envie aux gens de descendre. C'est important, c'est ce qu'on appelle un call to action, ça. Toujours important quand vous faites des sites web d'avoir des call to action. Ici, il en faudrait un pour indiquer qu'il faut descendre. Là, si on arrive là et qu'on voit la partie du bas, on va avoir envie de descendre. Et puis voilà. Donc là, aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques trucs. Je trouve qu'on a fait un truc assez rigolo de mettre ce Mac là posé sur un bloc en dessous et puis qu'on puisse défiler comme ça. Voilà, ça prend un peu de temps, c'était assez sympa. On a encore un tout petit bug d'affichage là dans la liaison, donc ça je vais le corriger. C'est des petits ajustements assez simples. Là ici on a un lorem. Alors par contre très clairement on va le faire tout de suite ça parce que hop, je pense que ça, voilà, on le fera plus petit comme ça. Voilà. Là on aura le titre
de notre projet, le texte de notre projet et un bouton pour aller vers notre projet. Et la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que ça, là, et l'image, on puisse le charger de manière dynamique. Ça veut dire qu'on va créer un petit fichier JSON, donc une sorte de petite database, dans laquelle on va mettre le lien de l'image qu'on veut, le titre du projet, le texte du projet et le texte du bouton et le lien du bouton. Pourquoi on va faire ça et pourquoi on va faire en sorte que ça se charge dynamiquement? Demain, quand vous aurez envie de mettre à jour vos projets, vous aurez simplement à aller dans ce JSON, rajouter des blocs, ça rajoutera les images que vous voulez, hop, et les textes que vous voulez, ce sera dynamique. Et bien sûr, on fera en sorte que quand on change ici de page, ça change le texte qui est là. C'est un petit boulot en JavaScript, c'est des choses que j'ai déjà faites, donc je sais le faire, ça ne devrait pas poser de problème. Mais voyez, on aura un petit truc dynamique. Alors là, par contre, on dirait un, un site entre guillemets, un site entre guillemets de vente du Mac, hein. Évidemment que sur un vrai site portfolio, peut-être j'aurais choisi d'autres options de design, d'autres trucs. Là, j'avais vraiment envie de vous montrer qu'on peut avoir des résultats très sympas avec Bootstrap, parce que je sais il y a beaucoup de détracteurs je réponds dans le chat dans 2 minutes. Il y a beaucoup de détracteurs de Bootstrap parce que c'est une techno qui date des années 2011, de mémoire 2012. Beaucoup de gens pensent que c'est plus utilisé. Je vous rappelle quand même, il y a 25% des sites Internet qui sont encore faits avec ça. C'est avec ça qu'est fait Twitter. Et il y a énormément de sites et de gros sites qui ont des petits morceaux de Bootstrap. Donc, c'est une techno à connaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va s'orienter sur Tailwind pour faire des gros projets, hein. Bon, vous re-regardez le live d'avant. Je suis content que ça plaise pour les débutants. C'est vraiment pour ça, moi, tous les live coding que je fais, je les oriente vraiment sur ça. Je n'ai pas envie de faire des choses trop complexes où le but, c'est un peu vraiment de vous accompagner dans les débuts des premiers projets web et que vous ayez envie de faire des petits projets comme ça de votre côté et puis d'alimenter votre book. Le prochain live, je n'ai pas encore défini la date, ça ne dépend pas que de moi, puisque chaque suite passe un mercredi. Je vais le planifier et puis je le mettrai sur les canaux Slack et ce sera sur le planning du site internet aussi. Donc là, aujourd'hui, vous voyez, on a donc notre site et vous avez vu, ce qui est génial, c'est que sur le dark mode, ça marche pareil, quoi. Voilà, c'est ça qui est génial avec Bootstrap, c'est que vous voyez mes boutons, ils sont fonctionnels directs. Enfin voilà, j'ai quasiment rien changé. Alors, évidemment, là, cette partie, elle n'est pas très esthétique, hein. On la travaillera la prochaine fois, mais vu qu'on l'incorporera en JavaScript, on le fera directement en JavaScript. On a notre petit formulaire de contact qui est là, avec des petites icônes qui est sympa, bon, qui n'est pas fonctionnel encore, mais le front est fait. Donc après, il y a juste du back-end à faire. Et puis donc, je vous dis, prochaine étape, faire en sorte que cette partie-là soit chargée dynamiquement en JavaScript à partir d'un JSON. Encore une fois, sans back-end, hein. Tout pourra être hébergé sur GitHub, ici Pages, et donc vous pourrez visiter votre site une fois fini directement sur la page GitHub. Et donc, vous n'avez pas besoin de payer un hébergement, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc, pour votre premier portfolio, c'est parfait. Après, dans mon petit projet, vous vous souvenez, dans mon petit carnet là, que j'ai noté, et après, je vous laisse tranquille. Dans mon petit carnet, il y a 2 étapes. Donc, il y a cette histoire de comment on appelle ça, de, de, de carrousel. L'idée de ce carrousel, ça va être de mettre mes 3 features projets. Moi, j'aurais envie d'en mettre une landing page, un site e-commerce, et pourquoi pas mon projet de fin de seconde année chez Holberton. Ensuite, ici, il y aura une autre rubrique en dessous dans laquelle on va avoir sur la gauche une série de projets sur laquelle on pourra cliquer et sur laquelle les images apparaîtront à droite. On va utiliser une petite fonction qui s'appelle un sticky. Un sticky, c'est assez sympa. Quand vous scrollez, en fait, vous avez un élément qui reste fixe et la liste des projets, elle, défile en même temps. Quand vous arrivez en bas de la liste de projets, vous pouvez continuer. Et je pense que dans un prochain live, on va continuer sur ce petit projet-là. On ira aussi jouer un peu avec l'API de GitHub et on ira se faire un petit élément de statistique, peut-être pour récupérer le graphique de commit. Alors ça, je crois qu'il faut un back-end, donc ça, on ne le fera peut-être pas. Mais on ira récupérer votre nombre de stars, le nombre d'abonnés que vous avez, le nombre de personnes que vous suivez sur GitHub. Vous voyez, il y a pas mal d'éléments qu'on peut récupérer sans de votre profil GitHub. Il y a pas mal d'éléments qu'on peut récupérer de ça. Vous voyez, ici, on peut afficher ces éléments-là, on peut récupérer pas mal de choses. Et l'idée, ce sera de jouer un peu avec l'API GitHub, et puis on s'arrêtera là. Je pense qu'on aura un petit site portfolio assez simple où vous vous présentez, vous avez vos 3 projets principaux qui vous vendent, vous avez vos feature projects qui montrent un petit peu les jeux que vous avez fait, les jeux, vraiment les petits sites, les petits trainings que vous avez fait, un moyen de vous contacter, vos statistiques GitHub, moi je trouve que c'est assez intéressant, un moyen de vous contacter. Et éventuellement, si je trouve le temps, on fera peut-être une rubrique compétences aussi.
parce que je trouve que c'est très manquant là dans les trucs qui sont demandés de base par Holberton. Moi, j'aurais fait un à propos, compétences, réalisation, contact. Et dans compétences, bah, je vais vous montrer moi ce que je referai, je pense. Bon, mon site est moche, mais on s'en fout. C'était vraiment un site que j'ai fait vite fait. Mais vous voyez, je ferais bien un petit truc comme ça, avec ben, les éléments que je maîtrise le plus, vous voyez ici, en termes de technologie. Et pourquoi pas un petit élément qui défile comme ça en JavaScript, avec les différentes icônes. Vous voyez, ça peut être sympa. Éventuellement, ça, on pourrait le mettre juste avant, ici, vous voyez, entre les deux, hop, avec les compétences. Après, on voit les projets liés aux compétences. Ensuite, on voit les statistiques GitHub pour montrer qu'on travaille beaucoup. Et après, on a le formulaire de contact. Et là, on a une page de présentation de sa personne qui est plutôt pas mal, qui est propre, sur laquelle il y a plein d'éléments. Et vous voyez qu'avec avec peu de code et peu de trucs très complexes, on y arrive. Sachez que la documentation de Bootstrap est excellente, vraiment très très clair. Je le rappelle hein, quand même, Bootstrap, techno un peu ancienne, vous n'allez pas faire un gros site colossal avec. Aujourd'hui, il y a d'autres technos plus adaptés. Mais par contre, un point d'entrée génial pour les débutants dans le dev web et les frameworks de front. Écoutez, il est 16h20, on a dépassé d'une vingtaine de minutes. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Combien vous êtes à être resté? Là, je n'ai même pas regardé. Bah oui, il y en a plusieurs qui ont eu probablement d'autres choses à faire. On n'était pas très nombreux de toute façon aujourd'hui. Et puis, bah, je communiquerai sur le prochain épisode. Et encore une fois, merci à vous de regarder tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école Holberton, je vous invite à aller visiter notre chaîne YouTube. Pour ceux qui nous découvriront en replay sur YouTube, regardez un peu ce qu'on fait, allez sur notre site internet, vous verrez un peu les méthodologies d'apprentissage, et puis regardez nos lives, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'on fait au quotidien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt, et puis encore une fois, très heureux d'avoir fait ça avec vous. Salut tout le monde!